Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Cette semaine à Festidrag.tv, on est en vacances, oui, pour les 2 prochaines semaines avec un spécial Grand Prix de Trois-Rivières. Écoute, c'est une première qu'on a fait à Festidrag.tv en studio, dans le studio des Amis du Grand Prix, directement au cœur du Grand Prix de Trois-Rivières. On présente avec Didier Scranen et Dominique Fugère des invités spéciaux qui ont marqué l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières. Alors pour vous maintenant, à Festidrag.tv, spécial GP3R. Bien le bonjour tout le monde, Didier Scranen en compagnie de Dominique Fugère pour une première de 2 émissions sur le Grand Prix de Trois-Rivières qui va célébrer sa 55e édition en 2025 avec une pléiade d'invités. On parlera par décennie de comment ça s'est passé, toute l'historique derrière tout ça, comment on a créé des champions qui ont travaillé, qui ont évolué sur la scène internationale. On a des invités également à vous présenter. Dominique, parle-nous-en un petit peu. Bien, on va commencer d'abord par Léon Cadieux, qui a été président en 1973, mais qui a fait partie de l'équipe de 5 personnes qui ont débarqué dans le bureau du maire de Trois-Rivières pour aller le convaincre qu'il fallait faire comme à Monaco, que ça prenait un Grand Prix à Trois-Rivières. Ensuite de ça, comme je disais, Léon a été président en 1973, l'année de ma naissance quand même, et il est revenu au Grand Prix en 2012-2013, dans ce coin-là, voulait donner un coup de main. Il est arrivé dans mon bureau et il dit « Je pense que vous avez besoin d'aide aux finances. » Oui, il avait absolument raison. Il nous a aidés à travailler là-dedans. Et Léon, ben, je pense qu'il a eu la chance de faire un brin de jazzette. Et il a oublié plus de choses à propos du Grand Prix qu'on va tous être capables de se rappeler ensemble. Donc, ça risque d'être assez intéressant. On va justement l'écouter lorsque je l'ai rencontré en Floride cet hiver. Léon Cadieux, dites-moi donc comment c'est arrivé et qui a eu cette idée folle de faire un Grand Prix à Trois-Rivières? On était membre du Club Autosport Mauricien. On organisait des slaloms géants au terrain de l'Expo. Et Jean Ryan, qui était un des membres du Club Autosport Mauricien, a eu l'idée de lancer des courses dans les rues de la ville. Alors, c'est de même qu'est née l'idée. On était 4-5 au tout début qui ont lancé ça, un peu une idée fofolle, en s'inspirant en quelque sorte du Grand Prix de Monaco. Okay. Même pendant un certain temps, on disait que nous étions uniques en Amérique à faire des courses dans les rues de la ville. Et quel était votre rôle à ce moment-là, M. Cadieux? Comme on était tout un groupe d'amis, les rôles étaient relativement confus. Moi, j'étais sur les conseils d'administration. Et entre amis, on se partageait à peu près toutes les tâches qui pouvaient rouler alentour de la préparation de courses d'auto. Okay. Alors, moi, quand j'avais une formation de comptable, j'étais plus du côté de l'administration que du côté course. Parlant comptable, on est allé chercher où l'argent pour organiser une affaire comme ça? Alors, les jeunes Blanc-Bec de l'époque que nous étions, on a eu l'idée d'aller voir le maire de la ville pour se faire aider. Okay. Et après une présentation de 3-4 minutes, le maire nous a regardé et il a dit « Ouais, les jeunes, ça a de l'allure votre affaire, je vous vote un budget de 20 000 pour la première année. » Et à l'époque, 20 000 pour nous autres, pour organiser les courses, c'était vraiment une somme importante et c'est de même que ça a parti. Il y a eu énormément de bénévoles au fil des années. Est-ce que c'était aussi facile de les recruter? Je ne dis pas que c'est facile maintenant parce qu'il y en a 1 millier à peu près là, maintenant, mais comment ça s'est passé dans les tout débuts? Mais ça se passait très bien parce qu'il y avait un engouement pour créer des événements dans notre ville, pour faire diffuser le nom de la ville et la mettre sur la carte. Alors, et à cette époque-là, les autos, les rallyes automobiles avaient une cote de popularité. Mm-hmm. C'est ça. Tout le monde a accueilli ça à bras ouverts. Là. Il n'y avait pas de personnes qui étaient plus ou moins pour ou des choses comme ça. Non, au contraire, tous les services de la ville de Trois-Rivières collaboraient. Mm-hmm. Alors, il se passait quelque chose sur le terrain. On avait besoin de quelque chose, peu importe ce que c'était qui appartenait à la ville. Tchouc,
quelqu'un partait aller le chercher dans un entrepôt, il l'amenait sur le terrain du Grand Prix, on disait, voilà. J'ai vu des images, là. C'était un peu fou et épeurant, là. Je voyais des clôtures à neige qui séparaient les voitures. C'était comme ça à l'époque. C'était comme ça. Même sur l'allée principale, en protection, on avait mis des bottes de foin. C'était toute une protection, des bottes de foin. Mais c'était comme ça en F1 à l'époque aussi. Exactement. Hein? OK. Et dans le coin numéro 1, pour ceux qui connaissent un peu le circuit, il y a une année, il y a un gars dont le père fabriquait des gros blocs de béton, des gros blocs de pierre, et on avait mis des blocs de pierre pour protéger le coin numéro 1, les spectateurs. OK. Une autre très bonne idée, très sécuritaire. C'était un début à ce moment-là. C'était un début. Ça a changé. Exactement. Au fil des années, vous avez été impliqué longtemps. Est-ce que ça a été toujours au niveau surtout de comptable, financement, ces choses-là? J'ai occupé à peu près tous les postes qu'on pouvait donner. En 1973, j'ai été président de l'organisation pour une année, parce qu'à chaque année, on changeait de président pour donner une chance aux membres du Club Autosport mauricien. Et après ça, le Grand Prix s'est détaché du Club Autosport mauricien pour voler de ses propres ailes, parce que le Grand Prix était devenu plus gros que le Club Autosport. C'était une époque assez rock'n'roll. Avez-vous une anecdote en particulier où il est arrivé quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer en 2025? Bien, il y a eu les années où Gilles Villeneuve a couru, James Hunt était venu aux courses. Entre autres, une autre anecdote amusante, un matin qu'on devait aller chercher des pilotes pour les promener dans la ville de Trois-Rivières, ils n'étaient pas là. Ils s'étaient trouvé une auto. Ils étaient allés faire un tour à Saint-Tite, s'acheter des bottes de cow-boy chez Boulet à Saint-Tite. Des affaires de même. C'est-tu vrai l'anecdote? J'ai entendu dire que Gilles Villeneuve avait demandé qu'on ajoute un peu d'asphalte aux deux paliers parce qu'il trouvait qu'il allait gagner beaucoup de temps en passant. Oui, il y a eu des choses comme ça, comme au coin numéro 1, il passait ses bandes de trottoir. Je l'ai déjà vu, moi, virer en face du poste de police, passer ses bandes de trottoir pour gagner du temps. Des anecdotes de même, là, les gens qui étaient plus près des courses pourraient en compter là, des affaires, des vertes et des pas mûres, en termes de rapidité et de capacité de pilote à être rapide sur le circuit. Moi, en tout cas, une chose, M. Cadieux, que je peux vous dire, c'est un gros merci parce que c'est à cause des fous comme vous que j'ai pu, moi aussi, vivre ma passion pendant plus de 30 ans au Grand Prix de Trois-Rivières. On a eu bien de l'agrément, bien du fun. Beaucoup d'anecdotes de courses aussi qui peuvent se raconter, qui pourraient se raconter. Et ce qui est incroyable dans une ville comme Trois-Rivières, c'est que l'organisation allait chercher dans la population beaucoup de gens qui trouvaient une façon d'exploiter leur talent à travers le Grand Prix. Alors, des gens de tous les milieux, des shops de papier, des usines de papier, de peu partout, qui venaient donner un coup de main et on leur disait « Veux-tu faire ça? » Ils embarquaient, ils le faisaient, puis les gens allaient se chercher beaucoup de capacité, de développer leur capacité personnelle. Ça prenait des rassembleurs comme vous. Un gros merci. Ça fait plaisir. Bonjour. Restez avec nous tout de suite après la pause. Dominique Fugère et Didier Scrannon continuent la discussion avec Yvon Simard. Alors, en compagnie de Yvon Simard, qui a été le président et ensuite le directeur général dans l'ordre je ne sais trop en 1972. Comment, Yvon, on a été interpellé et comment on est devenu justement à la tête du Grand Prix de Trois-Rivières? Mon implication était d'essayer de prendre la relève du père du Grand Prix, qui s'appelait Jean Ryan, qui a vraiment fondé le Grand Prix, mais qui avait de la difficulté à transporter ici à Trois-Rivières à cause de son travail à Montréal. Et c'est vraiment en 71 que j'ai été le plus impliqué comme président du CAM. Et en 72, on a incorporé le Grand Prix. J'ai été le premier président. Par la suite, en 75 jusqu'en 82, j'ai été directeur général. Alors, c'était des très belles années, surtout que Gilles Villeneuve a marqué beaucoup. Sa première participation, vainqueur en 73. Oui, avec une voiture québécoise. Oui, Oui, le Magnum de Jean-Pierre Saint-Jacques. Exactement, toute une performance. Puis on l'a dit, Léon Cadieux, qu'on a vu plus tôt dans l'épisode, était le président à l'époque. Puis
C'est Exactement. ça. Là, il y a eu la Formule Atlantique. Les premières courses ont été un petit peu difficiles, mais en 1976, la consécration, comme on dit en bon français. 75 et 76, évidemment, avec la pléiade de coureurs de Formule 1 que Gilles Villeneuve a battu à plate couture. Yvon, ce qu'on oublie souvent, c'est que oui, les pilotes de Formule 1 sont venus chez nous en 76, mais d'abord, Gilles Villeneuve est allé faire sa première course en Europe, là-bas, financé par le Grand Prix de Trois-Rivières. Oui, évidemment, on lui avait donné, à l'époque, c'était 4 000 pour la location de la voiture. Malheureusement, il n'y avait pas une voiture vraiment performante. On a participé avec... Au Grand Prix de Pau. Le Grand Prix de Pau en 1976. Qui était un petit peu c'est un circuit de ville, ça. Exactement. ouais. Puis on est retourné aussi en 2011, 2012, dans ce coin-là, avec Marc-Antoine Camiran. C'est vrai. On avait fait le parallèle entre les deux. C'est ça. Il y avait un jumelage entre le Grand Prix de Trois-Rivières et le Grand Prix de Pau. À l'époque. Mais là, en 76, Gilles, oui, il a roulé à Pau, mais quand il est venu chez nous, ça a changé l'histoire du sport automobile au Québec, au Canada, puis dans le monde. Incroyable, incroyable. C'est d'ailleurs cette victoire-là qui a permis à James Hunt de parler à ses patrons, de dire qu'il y avait un gars qui a un potentiel Incroyable. absolument incroyable. Alors, c'est là que tout est parti pour lui et tout a débloqué. Hunt, qui n'avait même pas terminé deuxième, là, il a terminé troisième, il y avait tellement de talent dans ce peloton-là, jamais on n'aurait pensé qu'un Canadien, qu'un Québécois pouvait s'insérer là, parce que la course n'était même pas au championnat tellement qu'on avait loadé le peloton. Alan Jones en deuxième place, Exact. Hunt en troisième, Exactement. Bram Bilan en quatrième, Bobby Rahal, qui deviendra une Champion icône kart, ouais. d'IndyCar, Patrick Tambay également, et ça s'est répété avec, en 77, de très belles performances. Il n'avait pas gagné cette fois-là, mais il y avait 1 millième de seconde entre les deux premiers. On se rappelle, c'était Cobb et Holmes. là. Oui. Vraiment, là, c'était vraiment nez à nez. Là. Gilles avait roulé en Can-Am en 77. La Can-Am, ça voulait dire quoi pour le Grand Prix de Trois-Rivières? Ben, évidemment, c'était une deuxième consécration, si on veut, parce que c'était vraiment une course majeure. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Alors, la compétition en souffrait un peu, mais c'était quand même des voitures absolument extraordinaires. C'était des très monstres. puissantes. Il était avec la Wolf, Oui. Ouais. la Dallara de Dallara Wolf. Walter Wolf. Ouais, Qui et irait ensuite en Formule 1. Exactement. superbe de belles voitures aussi. 78, Pironi avait gagné, non, troisième position à ce moment-là. Des grands noms qui se sont joints à tout ça. Il y a Richard Spenard qui avait gagné la première épreuve de la série Honda BF Goodrich qui avait lieu à ce moment-là sur le circuit. Et puis il y a Jacques, le frère, de dis-je bien, Gilles, qui a gagné en 81 en Formule Atlantique. Ça aussi, ça a été le début d'une très belle carrière de la part de ce dernier. Lui avait roulé justement en BF Goodrich avant. là. En 76, ça s'appelait le volant québécois la première fois, exactement. Il y a Claude Bourbonnais qui termine en Formule 2000 en deuxième position. Il y avait un certain Harry Lowendyke qui courait. Il y avait une épreuve de Super V, si ma mémoire est bonne. C'était quoi, ça, la Super V, Yvon? C'était, en fait, ça remplaçait un peu la formule Ford, mais OK. en mieux. En mieux, Il y a évidemment. mieux que la Formule Ford. C'est ça, j'allais dire. Didier va peut-être porter opposition. Mais ouais, c'est donc, Harry Lowendyke qui, après ça... Il a gagné l'Indy 500, Ouais. puis il a fait une très belle carrière. Là. Donc, il y a un paquet de pilotes, oui, québécois, mais d'ailleurs, qui ont débuté ici, qui ont fait leur nom à Trois-Rivières, puis à qui ça a permis justement de se faire remarquer. C'est reconnu mondialement, définitivement. C'était quoi l'idée de faire venir des pilotes d'ailleurs ici? Ben, en fait, c'était pour mousser la publicité, faire grandir l'événement et attirer les spectateurs, évidemment. En 76, je ne me souviens pas des chiffres, mais c'était plein à craquer, vraiment. Là. Et Gilles Neuve nous a fait toute une performance. Je me rappelle, j'étais là, c'était assez particulier. L'année d'avant aussi, au coin du Carmel et de Calonne, Ouais. c'était les sœurs qui avaient... Oui, les Ouais, sœurs c'est ça, dominicaines. exact. On s'était infiltrés, mais on est allé se mettre au coin, là où Ouais. sont les signaleurs. C'était, j'allais dire... D'ailleurs, on les salue, nos amis de la SRQ. Exactement. Je dis pas que c'était toute une époque. Je dis pas que c'était particulièrement la Ne belle faites époque. plus ça. Non, exactement. C'est pas le genre de choses qu'on peut se permettre en 2025, ça c'est certain. Merci Yvon pour tout ce que vous avez fait Plaisir, pour le Grand Prix et plaisir. votre présence aujourd'hui. Au retour de la pause, Festidrag se poursuit cette fois-ci avec les années 90 au Grand Prix de Trois-Rivières.
On est de retour avec les années 90 maintenant. On est en compagnie de Claude Bourgeois, qui est un gars qui a travaillé au Grand Prix de façon bénévole depuis un bon moment. Mais là, à un certain moment donné, il y a eu ce qu'on appelle les Amis du Grand Prix qui sont nés en 96, c'est ça? Oui, en 1996, oui, c'était fondé par des anciens présidents du Grand Prix Trois-Rivières, bénévoles. Et puis, on s'est regroupés, puis à un moment donné, on s'est dit, ça sera le fun de se réunir tout ensemble au Grand Prix Trois-Rivières. Et puis, il est devenu aussi prendre en charge toutes les archives du Grand Prix, parce que c'est vraiment important. C'est plus de 50 ans d'histoire. Donc ça, c'est prendre soin de ça. Ensuite, de donner des bourses à des jeunes pilotes. Donc, cette année, en 2024, les Amis du Grand Prix ont donné 20 000 en bourse quand même à des jeunes pilotes. Alors ça prend ce petit coup de main des fois là pour venir au Grand Prix. Puis on en a vu dans nos jeunes pilotes évoluer de façon fabuleuse. Donc, pour nous autres, les Amis du Grand Prix, c'est vraiment important. C'est qui, selon toi, le pilote que les amis ont aidé qui a le plus marqué le Grand Prix? Ben, les Dumoulin, LP, hein, c'est quand même c'est un de nos boursiers qui, pendant plusieurs années, mais c'est le fun parce que de voir ça, depuis à peu près 2-3 ans aussi, là, on s'en va vers le karting parce que le noyau commence là. On va chercher des jeunes en karting pour les amener au Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une grande histoire, le Grand Prix, là. Puis ça en prend des jeunes pilotes, puis il y a tellement de talent, c'est ça. C'est important de voir ça. Le bénévolat, ça marque le Grand Prix, là. Le bénévolat, c'est 1000 bénévoles au Grand Prix. C'est une famille. Moi, j'ai commencé en 1975 avec Jacques Deshaies. On faisait en circulation en arrière de la vacherie. On n'a pas vu une course la fin de semaine. Puis là, on s'est dit, Jacques et moi, écoute, l'an prochain, il faut être plus proche du circuit. Effectivement, on s'est ramassé dans les puits. Mais on a fait plein de choses, fait les promotions. C'était quelque chose d'extraordinaire, être bénévole au Grand Prix. C'est ça. C'était une grande fierté. Il y avait presque une liste d'attente. J'ai travaillé pendant des années ces promotions, puis on allait des régates de Valleyfield, on allait à Tremblay, on allait tout faire ces promotions-là du Grand Prix de Trois-Rivières. Puis les jeunes voyaient, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'était quelque chose. On faisait des événements, la semaine des festivités au centre-ville, c'était quelque chose. Il y avait du monde, il y avait du monde, il y avait du monde. C'est le happening. Puis quand tu parles à des gens qui sont venus au Grand Prix de Trois-Rivières et me disent, écoute, c'est la place, c'est là que ça se passe. Mais les bénévoles, ça a continué. Ça continue encore. D'ailleurs, Je suis encore bénévole, même si j'ai fini mon terme de président aux Amis du Grand Prix après 6 ans. D'ailleurs, avec Dominique. En passant, on est dans les locaux des Amis du Grand Prix, des Amis du Grand Ça, Prix. c'est nous autres. Serge Lafrenière avait commencé, puis d'autres aussi avant. Mais on n'a pas fini ça. On a travaillé fort pour tout mettre en valeur l'histoire du Grand Prix. Si on parle justement de ça, les années 90, moi, ça me touche particulièrement. Ma première course a eu lieu ici de Michelin en 1990, mais ça a été aussi, j'allais dire, pas le début de la Transam, ça a été la période forte de la Transam parce qu'on était venu dans la Coupe du Président pendant des années à un certain moment donné. Là. Exactement. En 1977, George Follmer, qui avait remporté, qui est un ancien pilote de Formule 1, qui a roulé à Indianapolis aussi. Puis, ce qu'on faisait ici du côté du Grand Prix, c'est que oui, on amenait des pilotes d'ailleurs, mais ça attirait l'attention, puis ça permettait aux yeux du monde entier de voir les pilotes de chez nous s'affronter aux meilleurs d'ailleurs et se faire remarquer pour aller plus loin. Ça a toujours été ça un petit peu le Grand Prix. Là, justement. Depuis Gilles Villeneuve, ça a été comme ça. Prendre les Québécois puis les mettre en valeur en les plaçant contre les meilleurs au monde. Et parmi ceux-là, il y a eu Ron Fellows qu'on a vu courir au Mans et tout ça. Ça a pris quelques courses avant qu'il gagne en Transam, mais il a marqué l'histoire du Grand Prix dans ce sens-là. Du Grand Prix et de la Transam aussi. Exactement. D'ailleurs, il a été intronisé au terme de la renommée du Grand Prix. Ouais. 1992. Oh my God! Ça a été un virement, là, un petit peu comme quand Gilles avait couru en 76 et qu'il avait gagné. Il y a quelqu'un qui a la brillante idée d'inviter un certain Jacques Villeneuve. On parle du fils de Gilles. Il roule au Japon à l'époque. À l'époque, et puis il termine 3e. Et là, Players fait « Ping! OK, on a une bonne idée ici, on va partir une filière. » Et ça a duré pendant 10 ans. La manne, comme on dit en bon français, on a commandité plein de pilotes, pas juste en IndyCar, en Indy Light ou en Formule Atlantique. Il y avait la série Players Atlantique à l'époque. Tagliani, Carpentier, Lee Bantam, Empringham. La série Players GM dans laquelle j'ai eu le plaisir de courir. Le meilleur résultat en passant ici, c'était au Grand Prix de Trois-Rivières en 1992 pour moi. Merci Claude. Plaisir, Didier. Bousculé par le temps, au retour de la pause, on parle des années 2000. Restez là.
Didier Scranton de retour avec Dominique Fugère et Jacques Deshaies, promoteur et gars impliqué du côté du Grand Prix. Il en a même été le sauveur à un certain moment donné. Le repreneur. Le repreneur. Il fallait que quelqu'un le fasse et c'est Jacques qui l'a fait. On en reparlera tout particulièrement de ça dans notre deuxième émission sur le Grand Prix de Trois-Rivières. On parle de la fin des années 90, le début des années 2000, le retour de la Formule Atlantique tout particulièrement, mais un petit peu la fin de la commandite des compagnies de tabac, si on veut, qui ont été réglementées à la suite de cette interdiction de faire de la publicité. Les cigarettiers ont été, tout simplement, on leur a demandé, vous ne commanditez plus rien. Alors, évidemment, le gouvernement, en prenant cette décision-là, mettait en péril beaucoup d'organisations partout. Mais ils ont donné naissance au scandale des commandites, on va se le dire. Ben, exactement. Mais en même temps, le gouvernement a dit, écoutez, on va vous compenser avec un montant fixe. Je pense que c'est une affaire de 300 000 par année ou une affaire dans ce genre-là. On va vous compenser pour 3 ans. On vous donne un sursis de 3 ans pour vous trouver un nouveau commanditaire. Et c'est ce que le propriétaire du Grand Prix à l'époque, Léon Méthode, qui était devenu propriétaire du Grand Prix, mais commandité par Players. Là, Players sortir. Alors, il a dit, regarde, on va essayer de trouver un commanditaire. En attendant, au moins, on pouvait, le Grand Prix a survécu. Et là, il a essayé toutes sortes de choses. Et je dois rendre hommage à Léon parce qu'il a réussi à avoir, entre autres, l'American Le Mans. Il y avait même eu une épreuve de Grande Dame Rolex, les amis. Ouais. Et à ce moment-là, les Québécois avaient, hyper bien performé. Voyez le show. Particulièrement dans la deuxième catégorie, parce que là aussi, il y avait des différentes catégories. C'était le SRP2, comme on dit. Jean-François Dumoulin, Stéphane Veilleux gagnent cette catégorie. Jean-François Veilleux et Ben Devlin vont terminer deuxième et on retrouve sur le podium Bruno Saint-Jacques et Robert Julien, imaginez-vous, et la Grande Dame Rolex qui a fait son apparition avec les prototypes GT. Et Marc-Antoine Camiran va gagner la Formule 2000 pendant ces années-là. Ce qui est dommage, je trouve, aujourd'hui, c'est que les cigarettiers n'ont pas été remplacés. C'est dommage. Il y a des séries comme l'IMSA aux États-Unis qui fonctionnent très bien, mais c'est supporté par les constructeurs automobiles. Les boissons énergie ont pris un peu la place. On se rappellera, on en parlera un peu plus tard ici à Trois-Rivières, Monster qui a fait sa place, mais c'est certain que cet apport-là, on limitait la publicité du côté des cigarettes aux commandites. Et ça dopait, si on veut, le milieu des commandites, que ce soit en sport automobile, en mode, en musique, un peu partout. Jean Tremblay avait dit, quand je vais voir les internationaux de tennis du Maurier à l'époque... Ça me donne pas le goût de fumer. Ça me donne pas le goût de fumer, ça me donne le goût de jouer au tennis. Mais ça a l'air que c'est pas tout le monde qui a compris ça d'une certaine façon. Alors, c'est ce qui met fin à cette... première émission. On a plein de sujets à parler. D'ailleurs, Jacques sera de retour lors de notre prochain rendez-vous, justement, pour une deuxième partie de l'histoire du Grand Prix de Trois-Rivières à Festidrag. Et voilà ce qui m'a fait à cette première émission de 2. La semaine prochaine, on continue avec un spécial du Grand Prix de Trois-Rivières. Dominique Fugère et Didier Scranton s'entretiennent avec Claude Bourgeois et Jacques Deshaies pour vous à festidrag.tv. Et les vacances continuent là-dessus. Faites du bruit! Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal et Choix Radio X. Like a yellow